Quand on pense spontanément à des hommes vêtus de tabliers, des gens maniant l'équerre, le compas et le fil à plomb avec une sorte de précision mathématique absolue, l'esprit se tourne assez naturellement vers l'ingénierie. C'est vrai, oui. On visualise tout de suite l'édification des immenses cathédrales gothiques, par exemple. Exactement. On imagine le triomphe de la pierre sur la gravité, mais en fait, si les sources que nous avons sur la table aujourd'hui disent vrai, ces mêmes outils de bâtisseurs cachaient en réalité tout autre chose. Hmm. Un véritable manuel crypté d'alchimie, conçu non pas pour élever des murs physiques, mais bien pour transformer l'âme humaine. Et c'est vraiment là qu'on assiste au grand basculement de l'histoire de cette tradition. Ces moments précis où la géométrie cesse d'être une simple technique pour mesurer l'espace physique et devient une méthode concrète pour structurer la pensée et l'esprit. Et c'est la mission, notre exploration d'aujourd'hui. Bienvenue dans notre plongée au cœur de nos sources du jour, où nous prenons une montagne de documents, de recherches et de notes pour en extraire l'essence. Tout à fait. Nous allons tenter de décoder un mystère profondément enfoui, les liens secrets et intimes entre l'hermétisme, l'alchimie et la franc-maçonnerie, avec une attention toute particulière accordée à une voie très spécifique, le rite égyptien de Misraï. Un programme plutôt dense. Très dense, oui. Pour quiconque nous écoute et cherche à comprendre ces courants de pensée, nous avons rassemblé un corpus assez incroyable. On s'appuie sur des textes fondateurs issus de revues spécialisées comme 450.fm, des documents internes très pointus provenant d'obédiences historiques comme la Grande Loge de France et même des manuscrits qui remontent au Moyen-Âge. C'est une matière extrêmement riche. Bah oui, complètement. Bon, décortiquons un peu ça. Comment est-on passé, historiquement, de la taille de la pierre brute, les mains pleines de poussière, à la transmutation pure et simple de l'esprit? Eh bien, pour saisir cette évolution, nos sources nous obligent en fait à regarder bien avant la création officielle des loges maçonniques modernes au XVIIIe siècle. Donc on remonte plus loin. Oui, il faut remonter au mythe fondateur que se racontaient les tailleurs de pierre eux-mêmes, dans le secret de leur guilde. Il y a deux documents historiques cruciaux ici qui datent des alentours de l'an 1400, le manuscrit Cook et le manuscrit Régus. Oui, je les ai vus dans les notes. Voilà. Et ces textes véhiculent une légende absolument fascinante. Ils affirment que toute la connaissance du monde, la sagesse primordiale d'avant le grand déluge biblique, a été gravée sur deux colonnes colossales. Pour survivre à la destruction, c'est ça. Exactement. Survivre par l'eau et par le feu. Et en lisant ces textes, j'ai été vraiment frappé par le casting de cette histoire. Parce que ces deux colonnes contenant le savoir universel ne sont pas redécouvertes par hasard. Non, en effet. Et c'est là que le mythe devient une véritable déclaration théologique. Les manuscrits racontent que la première colonne est découverte par Hermès. Hermès Trismégiste donc. Oui, Hermès Trismégiste, souvent assimilé au dieu égyptien Thoth. C'est vraiment la figure tutélaire de toute la philosophie hermétique, de la magie et de la connaissance divine. La seconde colonne, elle, est trouvée par Pythagore, le génie grec des mathématiques, des proportions et des nombres. C'est une image tellement puissante quand on y pense. En y réfléchissant, c'est comme si l'ADN de cette tradition s'était structuré en double hélice. C'est une belle analogie. D'un côté, on a ce brin très mystique, intuitif, presque insaisissable, apporté par Hermès, qui connecte l'humain au divin. Et d'autre côté, on a le brin de Pythagore, qui lui est ultra-rationnel, mathématique, géométrique. Les deux s'entrelacent pour former les deux jambes sur lesquelles repose toute l'architecture de la loge. Ce qui est fascinant ici, tu vois, c'est que cette allégorie détruit une idée reçue très tenace en histoire. On a souvent tendance à croire que les maçons, dits opératifs, les ouvriers du Moyen-Âge, n'étaient que de simples artisans, et que les intellectuels sont arrivés bien plus tard pour théoriser tout ça. Mais les textes disent l'inverse. Totalement l'inverse. Ces manuscrits prouvent que dès 1400, cette guilde revendiquait déjà une dimension gnostique. Elle se voyait carrément comme la gardienne d'une sagesse antique égypto-grecque, probablement transmise par les grands centres de savoir comme Alexandrie. Hermès offre, disons, le parapluie de la philosophie divine, et Pythagore fournit la rigueur structurelle. D'accord. Donc nous avons ce cadre théorique magnifique, cette double fondation. Mais une philosophie, si elle reste accrochée au mur comme un beau tableau, ça ne change pas la vie des gens. Non, il faut une application. C'est ça. Or, nos documents de la Grande Loge de France parlent constamment d'une méthode pratique. Et c'est là que le mot « alchimie » surgit à presque chaque page. L'alchimie semble être le véritable système d'exploitation de tous ces symboles. Les textes parlent d'un but ultime,
appelé l'art royal. Oui, l'art royal. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cet art royal? Ça n'a rien à voir avec une monarchie politique, j'imagine. Pas du tout, non. L'art royal est un concept partagé par l'alchimie classique et la franc-maçonnerie. Il désigne en fait la royauté sur soi-même. La maîtrise de soi, en somme. C'est la conquête de son propre empire intérieur. L'idée de base, c'est que l'être humain ordinaire est esclave de ses passions, de ses instincts primaires, de ses préjugés. Atteindre l'art royal, c'est devenir le souverain légitime de son propre esprit. Et pour devenir ce souverain, le voyage commence d'une manière assez brutale, je dois dire. J'ai lu la description de la toute première épreuve de l'initiation, le fameux cabinet de réflexion. Ah oui, l'épreuve de la terre. C'est ça. C'est une petite pièce sombre, souvent souterraine, presque comme une grotte. Et sur le mur, il y a cet acronyme étrange qui revient tout le temps, VITRIOL. Ça sonne littéralement comme un acide corrosif. Est-ce que c'est le but recherché de décaper la personne? Symboliquement, c'est exactement l'effet recherché, oui. L'acronyme signifie Visita Interiora Terrea Rectificando Invenies Occultum Lapidem. Visite l'intérieur de la Terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Voilà. C'est ce que les alchimistes appellent l'œuvre au noir, la phase de putréfaction. L'acide du vitriol, philosophiquement parlant, est là pour dissoudre l'ego, les illusions matérielles et toutes les vanités de la vie profane. C'est un démantèlement en règle. Totalement. Il faut se décomposer métaphoriquement dans les ténèbres de la terre pour trouver le noyau indestructible en soi, la fameuse pierre cachée. C'est d'une intensité folle. Et la suite logique de cette alchimie se retrouve littéralement, physiquement incarnée par les dirigeants de la loge elle-même. Les sources décrivent la fonction des 3 officiers principaux en utilisant les 3 grands principes chimiques de l'alchimie. Soufre, mercure, sel. Voilà. Mais j'aimerais bien comprendre le mécanisme de ça. Pourquoi, par exemple, le vénérable maître, qui est celui qui dirige la loge, est-il systématiquement associé au soufre? Parce qu'il faut comprendre la fonction de ces éléments dans la philosophie alchimique elle-même. Le soufre, tu vois, ce n'est pas juste une poudre jaune odorante, c'est le principe actif, le feu de l'esprit. C'est la volonté qui initie le changement. Donc le moteur. C'est ça. Le vénérable maître incarne cette étincelle. Il n'est pas qu'un simple président d'association qui gère l'ordre du jour, il donne l'impulsion énergétique à tout le groupe. En face de lui, le premier surveillant représente le mercure. Le mercure, c'est le côté fluide? Le mercure, c'est l'eau. Oui. C'est le principe réceptif, malléable. Il capte le feu du vénérable et le transmet au reste de la loge. Et enfin, le second surveillant est le sel. Et le sel fait quoi dans cette équation? Le sel, c'est ce qui cristallise. C'est l'élément qui stabilise l'interaction entre le feu et l'eau pour créer la sagesse, c'est-à-dire la matière transformée. C'est l'équilibre. Ça donne vraiment une toute autre dimension à ce qui pourrait sembler, de l'extérieur, à une simple réunion avec des titres compliqués. D'ailleurs, en parlant de symboles difficiles à décoder, nos notes mentionnent une gravure très étrange réalisée par un alchimiste du XVe siècle du nom de Basile Valentin. Le rebis. L'œuvre s'appelle le Rebis Oui. Ça ressemble à un être humain androgyne, avec 2 têtes, qui tient un compas dans une main et une équerre dans l'autre. Qu'est-ce que cette figure fait dans un corpus maçonnique plusieurs siècles avant l'apparition des loges spéculatives? Le rebis est la représentation ultime de la chose double, l'équilibre parfait des opposés. Le fait qu'ils tiennent les outils maçonniques si tôt dans l'histoire n'est pas un hasard. Le compas, qui trace le cercle, représente l'esprit, la mesure cosmique, la liberté infinie de l'intuition. Et les cœurs, du coup? L'équerre, qui trace le carré, symbolise la matière, la rectitude morale, la loi. Cette androgyne alchimique nous dit en fait que l'initié accompli doit marier la rigueur absolue de la morale avec l'ouverture infinie de l'esprit. J'ai aussi remarqué qu'un auteur central, Albert Pike, revient super souvent dans l'analyse de ces outils, notamment autour de la mystérieuse lettre G, qui est toujours placée au centre de l'équerre et du compas. On entend souvent dans la culture populaire que c'est juste l'initiale de géométrie ou de God pour Dieu en anglais. Oui, c'est l'explication exotérique la plus accessible. Mais Pike, dans son approche très ésotérique du rite écossais, semble aller beaucoup plus loin. Complètement. Pour Albert Pike, et pour la tradition hermétique qu'il synthétise, réduire le G à une simple initiale anglaise est une erreur fondamentale. Ce G représente la gnose. La connaissance directe. La connaissance directe et salvatrice.
Oui. Mais plus profondément encore, Pike explique que cette lettre symbolise l'unité fondamentale du tout. C'est le point central de l'œuvre philosophique, le feu originel d'où tout émane. C'est cette étincelle divine que l'alchimiste tente d'isoler dans son creuset. Alors, justement, parlons de ce creuset. Parce qu'il y a un paradoxe majeur qui me saute aux yeux en lisant tout ça. L'image d'Épinal de l'alchimiste, tu sais, c'est un homme reclus. Il est seul dans une cave voûtée, éclairé à la bougie, penché sur son fourneau, son athanor. Il travaille en totale isolation. C'est le cliché classique, oui. À l'inverse, la franc-maçonnerie est une expérience éminemment collective. On travaille en groupe, dans une loge, on s'appelle frère ou sœur. Comment une voie si solitaire et une voie de groupe peuvent-elles aboutir à la même transmutation? C'est une excellente question. Et la clé de cette contradiction apparente réside dans le concept même de la loge. La maçonnerie a pris l'alchimie matérielle, le travail au fourneau, et l'a transposée sur le plan psychique et social. D'accord. Dans ce cadre, la loge maçonnique tout entière est l'athanor, allez le creuser. Et l'initié joue tous les rôles simultanément. Il est la matière brute et chaotique qu'il faut raffiner, mais il est aussi l'alchimiste qui opère la transformation sur lui-même. Et les autres membres de la loge alors? Ils servent à quoi? Ils fournissent la chaleur du fourneau. Ah, c'est beau ça. Oui, le travail collectif opère le fameux solve et coagula de l'alchimie. La confrontation bienveillante avec les autres permet le solve, donc la dissolution de nos certitudes égoïstes, de nos blocages, de nos préjugés. Puis la fraternité et le travail symbolique commun permettent le coagula, c'est-à-dire la reconstruction d'un individu nouveau, purifié. C'est l'œuvre rouge, la résurrection dans la lumière. C'est brillant comme ingénierie sociale et spirituelle, mais historiquement parlant, comment toute cette philosophie occulte, cette magie de la Renaissance, a-t-elle pu officiellement infuser dans les rituels des bâtisseurs? Il a bien fallu des architectes pour concevoir ce pont entre les deux mondes. Nos sources mettent un coup de projecteur énorme sur un homme au XVIIe siècle, un certain Elias Ashmool. Elias Ashmole était une figure absolument fondamentale. Nous sommes au milieu du XVIIe siècle en Angleterre. Ashmole est un antiquaire très réputé, un érudit fasciné par les sciences, mais c'est aussi un authentique alchimiste. Oui, j'ai vu dans nos documents qu'il publiait ses traités d'alchimie sous le nom de James Hassol, qui est l'anagramme de son nom. C'est un peu le compte anonyme sur les réseaux sociaux du XVIIe siècle, quoi. C'est tout à fait ça. Il devait se protéger, l'époque était dangereuse pour ce genre d'idées. Mais son rôle historique majeur est d'avoir été l'un des tout premiers francs-maçons dits spéculatifs, c'est-à-dire non tailleurs de pierre de métier, à être accepté dans une loge opérative en 1646. Ashmole a été l'entonnoir par lequel l'hermétisme s'est déversé dans les rituels maçonniques. Si je devais utiliser une métaphore moderne, Ashmole ressemble à un grand développeur en open source. Il a pris des lignes de code spirituel provenant de plein de traditions différentes. Il a pris l'hermétisme, l'alchimie, des concepts de la Kabbale hébraïque et même des influences des mystérieux Rose-Croix. Absolument. D'ailleurs, on voit bien l'influence rosicrucienne dans certains hauts grades, comme le fameux 18e degré de Prince Rose-Croix qui utilise le mot INRI. Et là, attention, ce n'est plus du tout le titulus de la croix de Jésus, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Le INRI maçonnique et alchimique cache une formule bien plus ancienne. Igna natura renovatur integra. Ce qui veut dire? La nature entière est renouvelée par le feu. C'est le feu de l'esprit, le soufre dont nous parlions tout à l'heure, qui transmute la matière humaine. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la suite de leur histoire? Pourquoi Ashmole et ses pairs ont-ils fait cet effort colossal d'intégration et de codage? Si l'on relie cela à la grande image de leur époque, ils cherchaient avant tout à sauvegarder la prisca théologie. Attendez, la prisca théologie. On parle ici de cette idée d'une religion primordiale, une sorte de vérité universelle qui aurait existé avant même l'apparition des grands monothéismes. Précisément. Une sagesse pure qui sous-tendrait toutes les religions. Il faut se rappeler le contexte, nous sommes au XVIIe siècle, une époque littéralement déchirée par des guerres de religion atroces entre catholiques et protestants en Europe. Le sang coulait à flot pour des dogmes. Exactement. Les intellectuels hermétistes voulaient créer un espace neutre à l'abri des dogmes religieux mortels de leur époque. La maçonnerie a offert ce réceptacle parfait. Nos sources insistent fortement sur un point vital. La maçonnerie ne s'est affiliée à aucun dogme.
Elle a codé cette prisca theologia dans le langage neutre et intemporel de la géométrie, permettant à des hommes de toute croyance, chrétiens, juifs, musulmans, de travailler ensemble à la pure connaissance. Et si la quête, c'est justement de retrouver la source la plus pure et la plus originelle de cette prisca theologia, il y a une logique implacable qui s'installe. Pourquoi se contenter des filtres européens, de l'alchimie médiévale ou même des Grecs, quand on peut remonter directement à la source maternelle de toutes ces sciences, l'Égypte antique? C'est le cheminement naturel, oui. C'est ce raisonnement qui, selon nos textes, déclenche l'apparition d'une branche très spécifique de la maçonnerie. La naissance des rites égyptiens, et tout particulièrement le rite de Mizraïm. Mizraïm, d'ailleurs, pour la petite histoire, est le nom hébreu pour désigner l'Égypte. Cette voie va plonger la franc-maçonnerie dans l'ésotérisme le plus profond, le plus dense. Le corpus mentionne des figures historiques qui ont façonné ce rite, et ils ont des profils incroyables. Il y a le très sulfureux comte de Cagliostro, qui au XVIIIe siècle introduit ce qu'il appelle les Arcana Arcanorum, le secret des secrets. Cagliostro est d'ailleurs souvent mal compris par les historiens classiques. Les Arcana Arcanorum n'étaient pas que de simples mots de passe rituels pour faire joli. C'était un système complexe d'alchimie interne qui promettait littéralement une régénération physique et spirituelle de l'initié, un retour à l'état de pureté originelle d'avant la chute. Et ce rite va évoluer, être structuré par des hommes comme Marconis de Nègre ou encore le révolutionnaire italien Giuseppe Garibaldi qui unifiera différents rites égyptiens à la fin du XIXe siècle. Les textes décrivent Mizraïm comme une quatrième voie, une voie aristocratique. Non pas l'aristocratie de l'argent ou du sang, bien sûr, mais celle de l'exigence absolue. L'exigence du travail alchimique, oui. Et quand on regarde l'échelle des grades, c'est vertigineux. Il y a 99 degrés d'initiation. 99 degrés. J'imagine que ça prend plus qu'un week-end de retraite en forêt pour arriver au sommet d'une montagne pareille. Ah oui, c'est l'œuvre d'une vie entière, littéralement. Cette architecture de 99 degrés montre la granularité avec laquelle ils ont décomposé la transformation de l'âme humaine, étape par étape. Et le symbolisme qu'ils déploient pour ce voyage délaisse la cathédrale de pierre classique pour le temple égyptien. Dans Mizraïm, le temple devient un microcosme total. Son centre absolu, c'est le Naos. Le sanctuaire intérieur. Le sanctuaire plongé dans l'obscurité, qui représente l'étincelle divine cachée au plus profond des ténèbres humaines. La mythologie égyptienne imprègne tout dans ce rite. On y travaille sur le mythe d'Osiris, qui symbolise la mort initiatique, le démembrement de l'ego, et la fameuse scène de la pesée du cœur face à la plume de Maat, qui est la vérité absolue. On retrouve Thoth, le maître du verbe créateur. Et les sources insistent sur un terme égyptien spécifique, le Néter. Elles expliquent qu'un éther n'est pas un petit dieu dans un système polythéiste classique, comme Zeus sur son nuage avec des humeurs humaines. Non, pas du tout. Un éther représente un principe divin abstrait, une force cosmique ou psychique primordiale, et l'une des incarnations symboliques les plus puissantes de ces forces dans le rite égyptien, c'est le sphinx. Le fameux sphinx. Le sphinx n'est pas qu'un gardien de pierre dans le désert. C'est un tétramorphe, la fusion de 4 éléments terrestres, élan, le taureau, le lion, l'aigle et l'intelligence humaine. Méditer sur le sphinx, c'est apprendre à harmoniser ses instincts les plus sauvages, ses passions dévorantes, sous la direction d'une conscience apaisée. D'accord, je comprends tout à fait la puissance allégorique du truc, mais permettez-moi de faire l'avocat du diable une petite seconde. Allez-y. Nous sommes aujourd'hui dans une société hyper technologique. Les neurosciences, l'astrophysique, la biologie moléculaire nous expliquent le monde. Pourquoi un esprit rationnel contemporain aurait-il besoin de mettre un tablier pour aller évoquer des néthers ou se concentrer sur l'image d'un sphinx égyptien? Est-ce que ça ne frôle pas un peu le folklore, une sorte de théâtre nostalgique pour adultes en mal de mystère? C'est la réaction rationnelle habituelle face au rite. C'est très courant. Mais en réalité, elle passe complètement à côté de la mécanique même de l'esprit humain. Les textes liés aux cosmogonies d'Héliopolis que nous étudions l'expliquent très très bien. Le langage rationnel, celui de la science ou de la logique quotidienne dont tu parles, ne parle qu'au cortex préfrontal. La partie analytique du cerveau? Voilà, il analyse, il sépare, il classe dans des boîtes, mais il est totalement incapable de soigner ou de transformer l'inconscient profond. Les symboles égyptiens, les archétypes millénaires comme Osiris ou le Sphinx sont conçus précisément pour contourner ce barrage de l'intellect. Donc le rituel serait une sorte de
de porte dérobée vers l'inconscient profond. Exactement. Le rituel est un cymbale en action. Il met en mouvement des images archétypales qui résonnent avec des forces très primitives en nous. C'est une technologie psychique qui permet de canaliser des angoisses viscérales comme la peur de la mort, le chaos des passions, le besoin de sens. Là où une simple séance de thérapie moderne par la parole se heurte parfois à des murs de rationalisation, le symbole passe en force. Ce n'est pas du théâtre, c'est le langage natif de l'âme. Ces documents, qu'il s'agisse des colonnes d'Hermès et de Pythagore, des principes alchimiques du soufre et du mercure dans la loge, ou des 99 degrés vertigineux du rite de Misraëm, l'objectif est obstinément le même, la transmutation. Prendre le plomb lourd de notre ignorance, de nos vanités, de nos peurs, et le raffiner patiemment au fil des années jusqu'à obtenir l'or philosophique. C'est-à-dire un individu libre et souverain. La véritable maîtrise de soi, l'art royal dans toute sa noblesse, quoi. C'est exactement ça. Et pourquoi quiconque nous écoute devrait s'en préoccuper aujourd'hui au milieu de ses obligations professionnelles, de sa vie de famille, de ses urgences, etc. Peut-être parce que nous vivons dans un environnement qui est dominé par le bruit permanent, les notifications, le flux continu d'opinions, la rapidité extrême. Dans cette tempête perpétuelle, cette tradition ésotérique propose quelque chose d'infiniment précieux. Une architecture du silence. Une méthode qui exige le temps, oui. Qui force à regarder en soi, au lieu de regarder un écran, pour construire une fondation intérieure solide. C'est un antidote très puissant à la superficialité. Accepter de descendre dans ses propres ténèbres pour y tailler sa propre pierre demande un courage et une patience que la société moderne n'encourage, avouons veut, plus beaucoup. Complètement. Pour terminer cette exploration approfondie de nos sources, il y a une idée inspirée par ces textes qui mérite de continuer à infuser dans les esprits. La fameuse table d'émeraude, le texte fondateur de l'hermétisme déclare « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Le grand principe de correspondance. Voilà, l'alchimie consistait jadis à tenter de manipuler la matière à petite échelle, dans un laboratoire, pour en comprendre les lois divines. Mais regardez notre époque contemporaine. L'humanité d'aujourd'hui divise l'atome. Elle développe des intelligences artificielles capables d'imiter le mystère de la conscience humaine. Elle utilise l'ingénierie génétique pour réécrire le code même de la vie. En un sens, nous sommes passés de l'atanor de laboratoire à la manipulation de la matière première à l'échelle planétaire. Mais carrément. Ne sommes-nous pas collectivement, en tant qu'espèce, engagés dans le grand œuvre alchimique ultime ? Nous avons désormais le pouvoir matériel de transmuter le monde. Mais la question glaçante que posent ces anciens textes est la suivante. Sommes-nous en train de réaliser cette mutation cosmique sans avoir développé la sagesse de l'équerre et sans la boussole morale du compas ? C'est une sacrée question. Nous possédons tous les outils de l'ingénieur, mais avons-nous bâti le temple intérieur pour les maîtriser ? Une réflexion vertigineuse qui nous rappelle que la matière la plus urgente à travailler, eh bien c'est peut-être encore nous-mêmes. Merci à tous les esprits curieux d'avoir partagé cette plongée aux sources avec nous aujourd'hui. Continuez de chercher le sens caché et surtout, continuez à bâtir.